Atteintes aux libertés, propagande sanitaire, grand déclassement, élite méprisante, mensonge, stop. TVL est devenu l'outil de la rébellion massive à cet embrigadement idéologique du peuple français mené prioritairement par les médias mainstream. En désobéissant aux ordres et aux interdits de la pensée unique, TVL a remporté en 2022 son pari de l'influence, mais aussi de l'audience. Cet esprit de dissidence face aux dérives du pouvoir et du système doit s'amplifier encore et encore, vite, très vite, pour atteindre cet objectif. Donnez-nous les moyens de faire connaître la télévision alternative, faire connaître TV Liberté à tous les Français, dans chaque province, région, ville ou village, partout. Aidez-nous à briser la chape de plomb, à faire partager au plus grand nombre le pluralisme des opinions, le débat, la confrontation des idées, la liberté d'expression, la liberté. Mettons toutes nos forces pour que tous les Français retrouvent l'espoir, l'audace, l'esprit de résistance avec TVL. Donnez à TVL pour assurer vos idées en 2023. TVL, la rébellion au quotidien. Écrivain et journaliste, auteur de 14 livres, Olivier Molin revient avec Le Temps des loups. Le Temps des loups, un roman populaire, hymne au pays vosgien. On pense à Rabelais, aux grands moralistes, à Michel Audiard, Marcel Aimé. Dites-moi, Olivier Molin, vous êtes en bonne compagnie? Ah bah écoutez, oui, là, grâce à vous, oui. Et vous réfutez un de ces noms? Je refute, non. C'est-à-dire que tout ce que vous venez de dire, le Rabelais, moi, ça a été mon auteur de chevet pendant des années. Hein, donc, alors, si ce grand Rabelais m'a influencé, bah, tant mieux. Moi, j'ai du mal toujours à... Vous savez, les influences, on n'est pas les mieux placés, en fait. Les auteurs, on n'est pas les mieux placés pour savoir ce qui nous a influencé ou non. On évoquait à l'instant Rabelais, donc, eh bien, il est vrai que ce roman débute comme une farce. Hein. Au salon du livre d'Épinal, 3 frères, les frères Grosdidier, on va dire des balourds à bas front, hein, oui, je vous cite, ont pris la décision de kidnapper une superstar américaine de la chanson qui vient de sortir une autobiographie à succès, planétaire d'ailleurs ce succès, et évidemment, rien ne va se passer comme prévu. Est-ce que c'est le pitch, comme on dit? Bah voilà, vous l'avez bien résumé, c'est le pitch, c'est le début du roman, et à travers cette histoire, si vous voulez, qui commence comme une farce en effet, hein, une véritable farce, eh bien j'ai pu développer un univers, j'ai pu développer des personnages, et puis j'ai pu essayer de dire 2-3 choses, voilà, à travers cette farce. On va voir ce que vous avez, les 2 ou 3 choses que vous avez dites. À préciser que c'était aux éditions Borderline du Cherche Midi. Borderline, c'est-à-dire... Alors c'est une nouvelle collection, oui, alors borderline ça veut dire, comment dirais-je, c'est ça, c'est limite, hein, c'est un état limite. C'est une nouvelle collection du Cherche Midi et je crois, si j'ai bien compris, qu'ils ont créé cette collection pour mettre des textes, si vous voulez, pour pas être embêtés, quoi, pour pas que les gens viennent réclamer en disant, oh là là, vous savez, on vit une époque maintenant un petit peu particulière, hein, il faut prendre des précautions pour publier des textes libres. Texte libre que vous retrouvez sur la boutique de TV Liberté pour l'acheter, tvl.fr. On revient à l'action. On est au Salon du Livre d'Épinal. Vous faites le portrait de vos collègues, finalement, que vous connaissez bien, parce que vous êtes critique littéraire depuis de nombreuses années. Donc ce sont vos collègues, vos amis écrivains. Un petit monde, j'allais dire presque une petite caste que vous dézinguez, mais alors allègrement. Allez, je vous cite. La plupart de ce gibier de salon s'étaient couchés malheureux, déprimés, suicidaires, frustrés par l'absence de reconnaissance, par l'absence de vente. Les plus lucides avaient envie de dégueuler en se remémorant le rôle de paillasse qu'ils avaient joué toute la journée. Oui, alors je force un peu le trait. Je force un peu le trait. En fait, si vous voulez, moi, il se trouve que j'ai pas mal fréquenté les salons du livre quand j'ai commencé à écrire. J'y allais d'ailleurs avec plaisir parce que c'était un monde que je découvrais, nouveau, etc. Et donc là, j'ai fait un portrait charge, si vous voulez, puisqu'effectivement, il y a quelque chose d'un petit peu frelaté dans ces salons. Alors, je vous dis, c'est un portrait charge. Hein. Il y a aussi des salons où ça se passe très bien, des gens très sympathiques, des organisateurs courageux qui... bon. Mais là, je me suis amusé un petit peu à effectivement croquer ce milieu littéraire frelaté et ce milieu littéraire finalement qui est tout le temps dans une frustration. Moi, c'est ce qui m'avait frappé quand même aussi, vous voyez, cette frustration permanente, parce qu'on a l'impression que si vous voulez, le milieu des romanciers, vous voyez, on voit le côté glamour, et en fait, il y a, pour un Houellebecq, il y a, comment dirais-je, 100
100 gras de papier, quoi, qui sont malheureux de ne pas être les Houellebecq, en fait. Vous voyez, voilà, c'est un peu ce que. Mais au sein de ce salon du livre d'Épinal, il y a bien évidemment Madame Son Lopez, la fameuse chanteuse, qui arrive et qui va piquer la vedette forcément à tous les autres auteurs, dont un qui s'appelle Yvon Potard, qui, au départ, ne sort pas du lot de la médiocrité de ses écrivains, et au fur et à mesure, on va s'apercevoir qu'il pourrait quasiment, finalement, être un peu Olivier Maulein. Oui, alors, Potard, c'est moi, comme dirait l'autre. Hein. Mais en effet, c'est un... En fait, ce qui est amusant avec ce personnage de Potard, qui est un personnage qui m'est assez cher, c'est que c'est un personnage qui devait, en fait, si vous voulez, exister qu'au début. C'était un figurant de ce salon, justement. C'était un écrivain, en gros, alors, on va pas donner de nom, parce que d'ailleurs, je n'ai pas pensé à un écrivain en particulier, mais c'est quelqu'un qui pense qu'à lui. C'est quelqu'un, si vous voulez, qui, si on n'aime pas ses livres, il est nié, enfin, vous voyez le genre. C'est un écrivain totalement égocentrique, totalement moi, etc. Bon, d'ailleurs, il écrit que sur lui. Et ça devait être un personnage, si vous voulez, un petit peu de passage. Et c'est après, quand le roman démarre véritablement dans ce petit village dont on parlera peut-être tout à l'heure, Saint-Pierre-aux-Puces dans les Vosges, je me suis dit, mais quand même, ce serait marrant de le confronter à ce village. C'est-à-dire cet écrivain parisien qui est habitué à aller à la Rotonde, à Montparnasse, ce que je raconte, etc., le faire arriver dans les Vosges, avec ses conceptions, avec son mépris de Parisien, face à des types de Vosgiens. Vous savez, il y a une confrontation qui pouvait être marrante, parce que souvent, l'humour, ça naît d'une confrontation. Et donc, je l'ai fait revenir. Je me suis dit, à un moment donné, j'ai bricolé l'histoire pour le faire revenir, et c'est devenu un personnage, en effet, assez important. Et d'ailleurs, le roman, c'est aussi la rédemption de ce personnage. On va parler de rédemption au fur et à mesure du roman. C'est la rédemption aussi de ce personnage. On va parler, si vous voulez bien, aussi des autres héros qui traversent cet ouvrage, ce livre. Il y a tout d'abord, pour moi, les Vosges. Les Vosges vosgiennes. C'est une constante dans votre œuvre, bien évidemment. On se souvient des évangiles du lac. Les Vosges, c'est forêt. Et là, c'est gangsters de montagne. La nature, néanmoins. Ce peuple, cette nature, pour vous, c'est un élément essentiel. Oui, alors effectivement, moi j'ai déjà beaucoup écrit sur les Vosges, mais j'écrivais quand même pas mal sur les Vosges alsaciennes. Là, cette fois-ci, on est passé de l'autre côté. J'ai migré de l'autre côté de la montagne. Enfin, là, on est dans les Vosges vosgiennes. C'est vrai que c'est un endroit, moi, qui me fascine. D'abord parce que je trouve que c'est magnifique. Enfin, les Vosges, ces forêts sombres, ces forêts extrêmement. Il y a une ambiance qu'on retrouve pas, par exemple, dans les Alpes ou qu'on retrouve pas dans d'autres massifs. C'est vraiment typiquement, voilà. Donc, je trouve ça beau. Je trouve que cette forêt, elle est majestueuse. Elle est assez impressionnante aussi. Quand on est dans les forêts vosgiennes, on se sent toujours un petit peu, vous savez, l'esprit en éveil, quoi. On est bon. Et j'aime bien. Et puis les gens sont rudes. Enfin, et si vous voulez, c'est une manière aussi de parler d'un peuple dont on parle finalement pas tant que ça dans la littérature, qui est ce petit peuple, vous savez, un peu qu'on pourrait dire de la diagonale du vide ou de la France périphérique, comme dirait Christophe Guilluy. Voilà, c'est aussi ce peuple dont j'avais envie de parler, quoi. Alors, vous parlez des paysages sauvages. Il y a aussi les friches industrielles. Et vous faites un tableau, je trouve, particulièrement sombre de l'activité économique de cette région. On n'est pas loin finalement du désarroi, voire du désespoir. Le mot que vous l'utilisez d'ailleurs, ce mot. Oui. C'est-à-dire que c'est, si vous voulez, les Vosges du Sud où se passe ce livre, c'est un coin qui a comme pour spécificité d'avoir été un coin industrialisé très tôt, en fait. Dès le XVIIIe siècle, on s'est servi du courant des rivières, etc. On a fait des forges. C'est vraiment un coin qui a été très industrialisé. Et évidemment, à partir assez récemment, il y a 20-30 ans, si vous voulez, avec l'ouverture à la concurrence, tout le secteur, notamment comment on appelle ça, vous savez, il y avait beaucoup de tissus, on faisait beaucoup de choses comme ça. Tout ça a été ratiboisé en 30 ans. Et donc, voilà, oui, c'est la réalité. Ça fait partie de ces coins industriels qui ont été totalement ratiboisés, toutes ces vallées des Vosges du Sud. Et donc, les gens, si vous voulez, se sont retrouvés, dans une forme de misère, pas seulement une misère physique d'ailleurs, enfin, aussi une misère morale, vous voyez, enfin, tout ça a été éradiqué. Ouais. Et l'alternative, finalement, on le voit bien dans l'ouvrage aussi, c'est l'ouverture au tourisme. Ça ne se fait pas facilement. Alors, c'est-à-dire que... Ça ne se fait pas facilement. Comment ? Ça ne se fait pas facilement. Non, ça ne se fait pas facilement. Et puis, c'est toujours pareil, si vous voulez, le paradoxe du tourisme, c'est que, alors évidemment, ça fait vivre des régions ou des coins entiers, mais ça dénature complètement. C'est-à-dire qu'à un moment donné, il y a un certain seuil, si vous voulez, où le tourisme pourrit complètement une région. Alors, c'est pas encore le cas des Vosges, hein, c'est pas si touristique que ça. Mais effectivement, je m'amuse dans ce petit village où se déroule mon bouquin. Je parle du maire qui a une obsession de faire venir des touristes pour qu'ils dépensent leurs trucs. Et il faut bien en faire rentrer aussi de l'argent, quoi. Voilà, donc effectivement, il y a quelque chose un petit peu de l'ordre derrière la farce, un petit peu, pas sociologique, mais un petit peu réaliste, c'est-à-dire un état des lieux de ce coin des Vosges. On passe
tous les héros. Les Vosges, première héroïne, les Vosges, les forêts. Votre héroïne, votre héros, c'est aussi une héroïne, je vais y arriver. C'est une femme. Blanche Wagner. Voilà. C'est un personnage au destin assez époustouflant, parce que c'est une petite serveuse qui va devenir patron d'auberge, et puis qui va s'avérer aussi une femme de caractère, avec un discours alors construit et alors particulièrement décoiffant. Oui, alors en fait, si vous voulez, je me suis amusé à créer. Donc c'est un personnage, c'est une Alsacienne. Donc j'ai joué, alors qui est donc du côté vosgien, lorrain, mais une Alsacienne. Et j'ai un petit peu joué. Moi, je suis Alsacien moi-même, donc je peux me permettre de jouer un petit peu sur les codes. Vous savez, on dit souvent, et ce qui est assez vrai d'ailleurs, les Alsaciens, c'est des gens qui aiment l'ordre généralement. Alors, donc j'en ai fait un personnage très très réactionnaire. J'en ai fait une femme jeune, jolie, réactionnaire. Et je trouvais amusant, si vous voulez, de faire un personnage réactionnaire positif. C'est assez rare dans la littérature. Généralement, dans la littérature, quand on a des réacs, c'est forcément, si vous voulez, des personnages très négatifs, des salauds, des types qu'il faut sans arrêt. Et là, je trouvais ça drôle d'inverser le truc. Et en plus, je trouvais ça drôle, et pas seulement drôle, je trouve que ça dit quelque chose de l'époque aussi. Il y a véritablement un changement médiatique depuis quelques années qui fait que tout ça est en train justement de se renverser. Vous remarquez par exemple que dès qu'un progressiste est élu, aujourd'hui, il a 77 ans. Je parle de Lula au Brésil, que ce soit Biden, etc. Enfin, et en général, quand c'est, si vous voulez, les réacs sont jeunes, regardez en Italie, enfin, ce sont des belles femmes, des belles blondes, etc. Et puis les progressistes, c'est drôle, il y a quelque chose de l'ordre, si vous voulez. Et donc je m'amuse là-dessus aussi, donc de faire un personnage réac, mais positif, extrêmement positif. Mais elle est réac assumée. Un personnage réac positif qu'on voit sur la couverture, oui, qui permet d'avoir une idée de la personne, mais pas de ce qu'elle dit. Et au maire de la ville, donc la ville s'appelle Saint-Pierre-aux-Puces, le maire il est laïque, républicain et vacciné, et elle s'écrit « Je dis merde à votre liberté ». Oui. Alors, il y a une scène de bistrot, si vous voulez, puisqu'évidemment, j'ai essayé de faire une scène un peu réaliste de ce qu'on peut entendre dans les bistrots. Donc, il y a des choses qui pourront choquer des oreilles chastes. Enfin, voilà, dans les bistrots, il se dit des horreurs, il faut le savoir. Et effectivement, à un moment donné, elle discute avec le maire et elle lui dit, mais de quoi vous me parlez, de quelle liberté vous me parlez? Enfin, et voilà, et il y a toute une discussion sur... Alors, évidemment, en vérité, elle dit ça, et ça ne veut pas dire qu'elle est opposée à la liberté, puisqu'elle est elle-même, je trouve, en tout cas, c'est un personnage très attaché à sa propre liberté. Donc, bon. Elle dit aussi son discours sur l'immigration qui est très radical. Oui. Concernant ces masses qui affluent en France, elle n'hésite pas, en dehors des vraies exceptions, la plupart viennent en ennemis. Voilà, alors elle, effectivement, il y a un grand débat où elle explique que, évidemment, qu'il y en a certains qui s'intègrent, qui s'assimilent même, mais ils sont l'exception, et ils disent elle raconte que la plupart, la plupart viennent en effet, ils viennent pas avec un sentiment, si vous voulez, de grande amitié pour nous. Il y a une forme quand même, un petit peu d'invasion. Vous avez vu que récemment, quel est ce chef d'État qui a parlé d'invasion de nouveau là, on a reparlé d'invasion. Enfin, Giscard le faisait déjà en son temps. Mais c'est vrai qu'il y a quelque chose qui ressemble de plus en plus à une invasion, c'est-à-dire à des gens qui viennent alors qu'on les a pas, alors qu'on veut pas d'eux tout simplement, et qui viennent quand même, qui forcent la porte, etc. Ça commence à ressembler à une invasion. Et dans le café, hormis le maire, l'institution. Un peu stipendié dans la réalité, les personnes qui sont là ne sont pas choquées par le propos. Non, c'est un peu comme dans la vraie vie. Non, mais en fait, si vous voulez, c'est toujours pareil. C'est pour ça que cette scène de bistrot dont vous faites allusion pourrait choquer des lecteurs aujourd'hui. Mais la vérité, c'est que dans les bistrots, je suis même en deçà, si vous voulez, je pense, de la réalité. C'est simplement la vraie vie, c'est que les gens balancent des trucs. Vous savez, c'est des conversations de bistrot. Voilà, donc j'ai essayé de la reproduire. Et après, à travers le personnage du maire, moi, ce qui m'amuse un petit peu, c'est, vous savez, ce côté, je m'en moque quand même allègrement de ce maire, parce que lui, vous savez, fait partie de ces gens qui disent, oh, pour la laïcité, tout ira bien. Avec la laïcité, si on tient ferme sur la laïcité, tout ira bien. C'est un discours qui m'a toujours fait rire, parce que des gens qui disent, qui font rentrer des millions et des millions, si vous voulez, d'immigrés de cultures différentes, et qui disent, on va tenir sur la laïcité, on tiendra pas du tout, en fait. Voilà, donc je joue un petit peu avec tout ça. Il connaîtra aussi son heure de rédemption. Allez, la formule la plus rude, c'est on va ranger les gilets jaunes dans le coffre et sortir les fusils si ça continue. Oui, alors ça, c'est un des personnages. Alors, vous tombez dans un débat, vous voyez, le débat qui est celui de l'autodéfense, etc. Oui. Cette phrase-là, elle retentit. Elle retentit. Alors après, si vous voulez, c'est pas programmatique, c'est juste de dire que je pense qu'il y a quand même je vous dis ça, je vais pas vous paraître très original, mais il y a une colère aujourd'hui depuis les Gilets jaunes qui ne s'est pas du tout tassée, au contraire. Et il est évident que cette colère, elle ressurgira à un moment donné, quand on l'attendra pas, du reste. Et on ne sait pas d'où elle viendra, mais elle viendra
c'est évident. Et je pense que cette colère, elle peut, en effet, prendre des proportions, et elle prendra des proportions de plus en plus violentes, à mon avis. Puisqu'en fait, à partir du moment où les gens ne sont pas écoutés, à partir du moment où tout, parce que les Gilets jaunes, ça n'a pas été rien quand même, hein, et à partir du moment où tout revient dans l'ordre, et là, je ne sais pas si vous voyez, c'est encore pire. C'est-à-dire que maintenant, on va interdire des villes à des gens qui auront des voitures trop vieilles. Mais il y a quelque chose que je trouve, enfin, on a l'impression que les gouvernants font tout pour appeler une révolte, si vous voulez. Ils font tout pour ça. Parce que là, on va quand même interdire à des gens, on va faire une politique d'apartheid, quoi, en gros. Voilà. Il y a des territoires où vous pourrez aller, d'autres vous ne pourrez pas aller, parce que votre voiture pollue trop, etc. Enfin, il y a quand même quelque chose... Les automobilistes ne se sont jamais rebellés. Non, mais enfin, moi, je pense je fais l'avocat du diable, mais les automobilistes ne sont jamais rebellés, donc ils pensent que ça peut encore ça passera, voilà. Alors, ça passera jusqu'à un moment, puis à un moment, ça ne passera plus. Voilà. Bon. C'est un petit peu ce que je dis dans ce bistrot. On revient sur le temps des loups. Au-delà des kidnappeurs kidnappés, il faut lire le livre, bien sûr, des pieds nickelés attachants. Hein. Des personnages qui traversent l'histoire. On vient de parler de Blanche Wagner, des Gros Didier, de Potard, l'écrivain. Il y a beaucoup d'autres personnes, ceux du Renard perdu. Il y a des événements quand même. Ce que vous appelez les événements extérieurs. Le pays craque et fait sécession. C'est ce que vous appelez le chaos tiers-mondiste. Sécession, là c'est Exit Rabelais et Audiard, c'est Bienvenue Houellebecq. Hein. Ouais, si on veut. Alors, c'est-à-dire qu'effectivement, donc c'est un livre assez léger, c'est une farce, comment dire, assez joyeuse et de bonne humeur, mais pas légère. Exactement, c'est ce que je disais, c'est que l'arrière-plan est quand même assez tragique. C'est-à-dire que l'arrière-plan, en effet, de ce livre, c'est la chute de la France, quoi. C'est la chute de la Maison France. Ça, c'est l'arrière-plan. C'est-à-dire que tout craque de partout, les banlieues font sécession, le pays se fracture avec, vous savez, comme des bouts d'iceberg à la dérive. Hein, voilà. Et donc ça, c'est l'arrière-plan, en effet, du bouquin, donc qui est pas drôle pour le coup. Mais je voulais justement pas loin, c'est à Mulhouse que ça fait sécession. Voilà, c'est-à-dire qu'il y a c'est aux portes des Vosges. Exactement, c'est-à-dire le sud de l'Alsace a en effet sécession, alors une sécession islamiste, hein, donc, et petit à petit après il est suivi par d'autres coins de France. Et en fait, si vous voulez, c'est au cœur de ce livre, il y a cette idée qui me hante un petit peu, c'est de dire que vous savez la minutie juridique et la force et la volonté qu'on a mis à construire la France, j'ai l'impression qu'on est en train aujourd'hui de mettre la même force, la même minutie juridique à la défaire. Vous voyez ce que je veux dire ? On est arrivé à quelque chose où aujourd'hui il y a clairement des forces qui veulent défaire cette France. Et moi je fais partie des gens qui ne pensent pas que la France est éternelle. La France, elle a une existence historique, elle est née, elle a vécu, et elle peut mourir. Il y a des gens qui veulent cette mort. Voilà, donc ça c'est l'arrière-plan en effet d'une France qui part à la dérive et par conséquent, il y a des gens qui se disent plutôt que d'attendre que tout s'effondre, nous aussi on va partir et on va faire autre chose. Donc l'idée de ce livre, c'est aussi de se dire après tout, c'est tragique, c'est la fin de la France, mais c'est pas la fin non plus de la vie. C'est autre chose. On repart, si vous voulez, dans une petite féodalité. Voilà. Petite féodalité. On y vient, parce que les Vosges, Saint-Pierre-aux-Puces vont devenir un village gaulois, finalement, contre l'envahisseur, et qui va vaincre l'envahisseur, c'est une bonne nouvelle, au prix d'un changement de régime. Vous avez appelé le mot féodal, que Blanche Wagner devienne Blanche Ier, reine des Vosges, et plus qu'un symbole, c'est l'affirmation de la renaissance de notre nation par un changement politique. Voilà, exactement. C'est ça. C'est-à-dire que c'est la fin de la République. La République, dans le livre, je pars du principe qu'elle a totalement échoué. Ses principes ont été dévoyés, etc. C'est fini. Et donc, s'il n'y a plus de République, vous savez, c'est un fameux, j'allais dire, dans l'histoire, ça se passe toujours comme ça. À partir du moment où on enlève la République, on remet un roi, en l'occurrence une reine. Voilà. La féodalité. Une petite féodalité. Comment ça se défend, la féodalité ? Vous voyez, quand on dit féodalité, on dit ça y est, on revient à un pouvoir unique, tout-puissant. Pas forcément, pas forcément. Vous savez, la féodalité, moi j'ai une vraie, et là je vous parle très sérieusement, j'ai une vraie sympathie pour l'âge féodal, la période féodale. Je pense qu'on est véritablement dans dans quelque chose qui est entre l'ordre et le désordre. Vous savez, on parle souvent d'anarchie féodale, le mot est trop fort à mon sens. Il n'y a pas d'anarchie féodale, simplement il n'y a pas non plus, c'est pas un ordre qu'on atteindra après avec l'État centralisé, l'État royal à partir de on va dire du 14-15e siècle, vous savez, où l'État s'affirme avec on est avant, donc il y a plus de liberté, une liberté à la base. Non, moi c'est quelque chose que j'aime beaucoup, la féodalité. La féodalité
et la sauvegarde des petites patries. Parce que de votre colline, qui n'est pas une colline inspirée, mais qui est la colline incarnée. Incarnée, voilà. Hein, enfin, c'était un petit clin d'œil quand même. Voilà, ce profil, le Kleinstadt, c'est-à-dire la petite patrie. Voilà, Kleinstadt, c'est le petit État du Saint-Empire romain germanique, si vous voulez, avant l'unification, où quand on avait 350 États. Et en fait, je trouve ça aussi intéressant, ce côté, si vous voulez, ce petit État charnel. Je fais une citation au début du livre d'un philosophe qui s'appelle Gomez d'Avila, et qui dit, si vous permettez, vous voulez que je la lise? Oh, je l'ai devant moi. Vous l'avez. La patrie, sans boniment nationaliste, est seulement l'espace que l'individu contemple à l'horizon en montant au sommet d'une colline. Voilà, je trouve ça magnifique. Je trouve ça très très beau, et effectivement, c'est-à-dire que c'est... vous savez, il y a cette idée que quand on est au sommet d'une colline, tout ce qu'on voit, c'est ça qu'on a envie de défendre. C'est pas la planète qu'on a envie de défendre, c'est pas l'abstraction, c'est quelque chose qui est concret. Et là, par contre, on a le fusil, on a la frontière, et là, on défend vraiment. Là, on arrête de rigoler. Vous avez bien compris que là, aujourd'hui, ce que vous nous dites, c'est que ce n'est plus la nation qu'il faut défendre, c'est sa petite patrie. Voilà, enfin... C'est sa petite patrie, et quitte à changer de régime féodal, un régime qui peut être féodal, de votre point de vue, c'est ce qu'on appelle l'acceptation de la partition. C'est-à-dire qu'en fait, si vous voulez, la question... Alors, moi, c'est un roman, hein, c'est pas un essai, hein, donc, mais non. Effectivement, le rôle du romancier, c'est aussi... Vous n'êtes pas loin du roman, quand même. Non, mais le rôle d'un romancier, c'est aussi d'explorer, si vous voulez, les choses, d'explorer la réalité, et puis de voir, tiens, si on appuie là, qu'est-ce qui se passe, vous voyez, c'est aussi... Alors, là, j'imagine, en effet, si vous voulez... alors, l'avenir me donnera peut-être tort, mais il est évident que si aujourd'hui rien ne se passe, on va vers ça. On va vers une situation, si vous voulez, où on sent bien qu'il n'y a plus de commun dans ce pays, il n'y a plus rien, il y a des... je veux dire, il paraît évident que dans peu de temps, des gens diront « Mais attendez, pourquoi est-ce qu'on va être dirigé par des maires républicains blancs laïcs alors qu'on est 90% musulmans et qu'on croit en notre religion ?» La question se posera. Enfin, et c'est d'ailleurs une question qui mérite d'être posée. Bon. Mais moi, ce que je me dis, c'est qu'est-ce qu'on fait à ce moment-là? Qu'est-ce qu'on fait? Et je me dis que si les choses commencent effectivement à craquer de tous les sens, peut-être qu'il faudra... Voilà, alors c'est une exploration littéraire, hein, mais je pars du principe que peut-être que la France n'est pas en effet éternelle. Et peut-être que la France est amenée à un moment donné... alors c'est de la science-fiction pour le moment, hein, on est bien d'accord. La fin du livre on est en plein dans la science-fiction. Une exploration littéraire. Une exploration littéraire, voilà. La Kleinstadt für die Franzosen. Voilà. Bon. C'est-à-dire la petite patrie pour les Français. Il y a aussi un autre phénomène qu'un changement politique que vous évoquez aussi, c'est un changement spirituel. Hein, à un moment donné, face à un prêtre de paroisse actuel, on lui dit de manière très simple, ça fait 50 ans que votre Église, elle existe, et elle démantèle et elle abaisse la France, et nous, on va revenir à un christianisme qui brille depuis 2000 ans. Voilà, c'est un rapport de force qui s'effectue. Là aussi, il y a un débat qui est de grande actualité, puisque aujourd'hui, ceux qui veulent, disons la messe qui est celle de plusieurs centaines d'années au moins, sont brimés par rapport à ceux qui l'ont Bien sûr, je m'amuse à un moment donné, effectivement, à mettre en scène un curé qui apparaît très peu dans le roman, d'ailleurs, qui apparaît juste à ce moment-là, qu'on va dire... Voilà, je me moque un peu de lui, mais c'est un curé un petit peu, on va dire, c'est un curé... humaniste, quoi. Bon, enfin. Et puis alors il dit non, parce qu'en fait, on va pas tout spoiler, comme on dit maintenant. Non, c'est pour ça que j'ai gardé de dire pourquoi il mais disons que ce curé est appelé à la rescousse et il refuse de faire ce qu'on lui demande de faire, en disant c'est sacrilège. Et effectivement, en face, il y a des gens qui disent mais attendez, vous votre christianisme. Alors ça, la référence, c'est évidemment Vatican II. Hein, bon, on l'aura compris. Votre christianisme a 60 ans, le nôtre en a 2000. Voilà, je m'amuse à opposer ça pour dire que le christianisme du reste n'appartient à personne et pas même à ceux qui pensent parfois... mais même si c'est un point de vue littéraire, vous pensez que c'est aussi un chemin qu'il faut évoquer. Vous avez dit le chemin féodal, vous avez évoqué le chemin des petites patries, vous dites aussi que le retour à un christianisme de toute éternité, traditionnel. Oui, traditionnel, voilà. Alors après, si vous voulez, je joue aussi avec dans le bouquin, je joue avec ce christianisme-là, et puis aussi, à un moment donné, comment dire, avec parce que la féodalité, ça, si vous voulez, c'est un livre, en fait, il y a plein de clins d'œil au Moyen-Âge. J'ai fait un petit roman un peu médiéval, si vous voulez. Il y a, à un moment donné, un petit chevalier dans la forêt, il y a des loups-garous, il y a, enfin bon, il y a des ordres, typiquement des ordres secrets, voilà. Donc je fais plein de clins d'œil. Et je regrette, enfin mes personnages à un moment donné regrettent aussi le temps des faits. Si vous voulez, un chrétien. En fait, il ne faut jamais oublier qu'il y a eu un moment où pendant le christianisme, où il y avait aussi des faits, en fait. Voilà, il y avait Jésus et les faits. Voilà, ça j'aime bien. Voilà. Donc ça, moi j'aimerais le retour des faits.
La rédemption par la nature, par la petite patrie, par le retour de la vraie tradition, par le retour des faits, c'est ça en fait l'univers d'Olivier Molin. Oui, c'est mon univers. Et puis vous savez, le roman, moi j'aime bien faire des romans qui sont un peu des échappées belles. Hein, je parle pas de mon nombril ou de moi ou de, vous savez, le roman contemporain. Et il y a beaucoup de romans qui sont quand même très fatigants. Hein. Bon, les gens sortent pas. Vous n'aurez pas le prix Nobel. Non, j'aurai pas le prix Nobel, ça c'est sûr. Mais si vous voulez, moi voilà, je trouve que le roman c'est aussi le lieu du rêve. Ce livre, pour moi, c'est aussi un lieu où j'ai pu rêver tout seul dans mon. Alors si je peux faire rêver les lecteurs, tant mieux. Mais c'est aussi un rêve, vous voyez, c'est aussi un petit monde que j'ai envie de partager avec un univers, avec des branquignoles, des brancroches, mais des gens innocents. Et c'est l'endroit du rêve, le roman, hein, quand même. Faut jamais l'oublier. C'est très réussi. C'est très réussi. Vous ouvrez en exergue de l'ouvrage avec la citation de Nicolas Gomez Davila que j'ai indiqué, donc qui est en épigraphe de l'ouvrage. Il est l'auteur d'un ouvrage qui s'appelait Réactionnaire authentique. Oui, exactement. Est-ce que réactionnaire authentique, Olivier Molin? Écoutez, moi ça m'irait, hein, tout me va, moi, hein, c'est réactionnaire authentique, en plus avec Nicolas Gomez Davila derrière, là franchement, j'ai rien à dire. Mais du reste, le réactionnaire authentique, c'est pas lui qui avait nommé comme ça son bouquin, c'est son éditeur en fait. À l'époque, c'était paru au Rocher il y a une trentaine d'années, et c'est le Rocher qui avait, parce que lui avait le nom de ses livres était beaucoup moins sexy, hein, c'était, je crois que vous savez, il avait vraiment des titres genre texte 1, texte 2, texte 3, enfin bon, c'est... Voilà. Et l'éditeur en avait édité 2, en effet, le réactionnaire authentique, et l'autre c'était Les horreurs de la démocratie. Pas mal aussi. Pas mal aussi. Vous signez? Voilà, je signe. Comment valeurs actuelles? On n'a pas posé la question, on a une seconde encore pour en parler. Bien sûr, vous êtes un des piliers de Valeurs actuelles qui est un peu dans la tourmente. Écoutez, oui, enfin, c'est-à-dire que vous savez, il y a des bisbilles parfois ça arrive, hein, entre le directeur de la rédaction et son actionnaire, mais j'ai l'impression que les choses rentrent dans l'ordre et que tout va bien se passer. Voilà. Et pour aider Valeurs actuelles, il faut s'abonner, tout simplement. Exactement. Voilà, pour aider Valeurs actuelles, s'abonner, c'est encore ce qu'il y a de mieux à faire. Et ça permet de retrouver chaque semaine Olivier Molin. Et puis, je vous invite à acheter et à foncer pour acheter le temps des loups. C'est un roman à offrir et dorénavant à mettre au pied du sapin, parce qu'il est temps pour au moins illuminer un peu notre Noël. Merci à vous, Olivier. Merci à vous, merci beaucoup.